La plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle formation consacrée aujourd'hui à un thème un peu particulier par rapport à ce que j'ai l'habitude de produire, à savoir des formations immobilières gratuites. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion du temps et à la productivité. Ce sont des dimensions qui sont essentielles lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, mais également lorsqu'on souhaite développer son parcours d'investisseur immobilier. Et donc, tout au long de cette formation, on va découvrir différents leviers qui vont vous permettre de pouvoir améliorer votre productivité, votre gestion du temps et surtout vos performances. Alors, je vous laisse découvrir le programme de cette formation. Donc, on va définir donc les objectifs de la formation, vous l'avez compris, hein. C'est d'être plus efficace et d'être plus performant. On va également parler de l'audit de sa situation, qui est comment dirais-je, une étape fondamentale, essentielle, avant d'identifier les meilleures méthodes pour pouvoir justement améliorer et optimiser votre gestion du temps. On parlera d'organisation, on parlera de donc différentes méthodes, on l'a dit. On parlera également de différentes visions, de différentes lois qui ont été produites par différents penseurs, différents professionnels de la gestion du temps, qui sont très intéressantes. On ne voudrait pas de pas citer tout de suite les noms. Et puis, on conclura évidemment avec, je l'espère, une source d'apprentissage pour vous et une source d'aide pour pouvoir justement vous permettre d'améliorer votre performance en termes de gestion du temps, ce qui est, je le répète, fondamental dans votre vie, que ce soit votre vie professionnelle ou votre vie privée d'ailleurs. Alors, parmi mes abonnés les plus fidèles, il y en a peut-être qui se demandent, qui s'interrogent pourquoi j'aborde ce thème-là et non pas une nouvelle formation immobilière. Alors, je produirai d'autres formations immobilières évidemment, mais si j'ai décidé d'aborder le sujet de la productivité et de la gestion du temps, c'est parce que moi-même j'ai été confronté à la nécessité de mieux organiser ma vie, de mieux organiser mon temps pour pouvoir être plus efficace dans toutes mes activités, qu'elles soient professionnelles, entrepreneuriales, et j'y inclus l'immobilier, familiales et également privées. Alors évidemment, je ne me pose pas comme un expert en gestion du temps. J'estime toutefois, de par mes multiples activités, pouvoir être en mesure de produire des conseils et des astuces que j'ai moi-même mises en place d'ailleurs au quotidien pour pouvoir aider chacun à améliorer sa productivité, ses résultats, son équilibre et son bien-être. Pour simplement préciser ce que je fais pour ceux qui découvraient la chaîne, j'ai différentes activités, je l'ai dit. Je produis des livres, j'ai une activité encore salariée, à temps partiel, mais ça reste quand même une activité qui est un petit peu chronophage. Évidemment, je produis des investissements immobiliers depuis maintenant 2007, donc ça fait plus de 15 ans que je produis des investissements immobiliers, donc avec une gestion en plus personnelle, hein, c'est-à-dire que j'ai pas confié ou délégué la totalité des tâches inhérentes à l'investissement immobilier. Dans cet investissement immobilier, il y a une activité de loueur en location courte durée. Donc tout ça, c'est également chronophage, même encore une fois si on délègue. Je suis associé dans une société de marchand de biens, donc ça, évidemment, ça crée beaucoup, beaucoup de tâches chronophages également. J'ai cofondé, il y a un peu plus d'un an et demi, une agence immobilière que je dirige, donc ça, évidemment, c'est du quotidien. Je suis actuellement en pleine construction de ma maison, de ma résidence principale. J'ai également, et vous le savez pour ceux qui me suivent, donc produit des formations YouTube. Je suis à plus de 40 heures de formation YouTube en immobilier, donc ça évidemment ça m'a pris des centaines d'heures. J'ai également l'administration de plusieurs groupes Facebook et Discord liés notamment à l'immobilier. J'ai évidemment une vie de famille avec 3 enfants, une compagne. J'aime pratiquer du sport, sortir, voir des amis et voyager. Donc vous imaginez bien que pour pouvoir faire rentrer tout ça dans une vie, eh bien, j'ai dû mettre en place certaines choses, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette formation. Les objectifs de cette formation, ils sont très clairs, c'est de vous aider à être mieux organisé, de vous aider à savoir hiérarchiser et gérer vos priorités, d'être plus efficace et plus performant, d'être plus productif, de pouvoir naturellement vous libérer du temps et de parvenir à reprendre le contrôle et à ne plus subir toutes les tâches qui vous sont imposées. Alors effectivement, aujourd'hui, on peut constater qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le monde,
on n'est pas tous égaux, on part pas tous du même point de départ. Sur la santé, on n'est pas tous égaux, sur le physique, on n'est pas tous égaux, sur, comment dirais-je? Le berceau social, on n'est évidemment pas tous égaux. Par contre, il y a une chose sur laquelle on est tous égaux, c'est que et ceux qu'on soit riches, pauvres et cetera, hein, c'est qu'on dispose tous du même temps au quotidien. On a tous des journées de 24 heures. Autrement dit autrement dit, il y a des personnes qui sont beaucoup plus productives, beaucoup plus performantes et qui vont en 24 heures faire beaucoup plus de choses que d'autres personnes. Et ça, il faudra pas mettre ça sur le dos d'une quelconque inégalité. On a tous, chacun, le même nombre de minutes au quotidien. Autrement dit, si vous savez gérer votre temps, c'est la clé pour pouvoir faire la différence avec les autres. A contrario, une mauvaise gestion du temps va créer du stress et des performances qui vont être mauvaises. Quand on est stressé, on a le sentiment de perdre le contrôle, on fait donc des mauvais choix, on prend des mauvaises décisions, on est inefficace et on procrastine. Tout ça, ça engendre généralement de la perte de motivation et de productivité. On n'atteint pas ses objectifs, on se sent dévalué, on se sent frustré. Et puis, bah, naturellement, on manque en plus de temps pour ses proches et pour sa famille, ou même pour ses passions. Donc évidemment, je vous conseille eh bien, d'orienter vos efforts vers une bonne gestion du temps. Parce que bien naturellement, savoir prioriser ses tâches, être plus productif, être plus efficace, savoir se libérer du temps, eh bien ça va vous permettre d'avoir le sentiment de garder le contrôle en permanence et de pouvoir atteindre vos objectifs. Imaginez qu'à l'issue de cette formation, en prenant, plusieurs semaines ensuite pour mettre en place tout ce qu'on va voir ensemble, vous arriviez à gagner ne serait-ce qu'1 heure par jour. Je dis bien 1 heure par jour, tout en faisant exactement la même chose que vous faisiez aujourd'hui, d'accord? 1 heure par jour, ça représente 7 heures par semaine, c'est-à-dire 30 heures par mois, soit 356 heures par an. Si on considère qu'on travaille 8 heures par jour, hein, travail effectif, une bonne gestion quotidienne de votre temps vous fera gagner 45 jours de travail chaque année. Ou alors 45 jours de plus avec vos proches ou à consacrer à vos passions. Donc, prenez conscience que simplement de optimiser votre gestion du temps pour ne gagner qu'une seule heure par jour et avec les méthodes qu'on va voir, à mon avis, vous devriez pouvoir vous libérer plus d'1 heure par jour. Vous allez pouvoir gagner beaucoup plus qu'1 heure par jour, mais c'est simplement pour vous montrer que vous allez gagner sur une année 45 jours de productivité. Alors la première étape, l'étape fondamentale, essentielle à mettre en place dans votre process d'optimisation de votre gestion du temps et de votre productivité, c'est ce qu'on appelle l'audit de sa situation pour un meilleur diagnostic. C'est-à-dire qu'on va étudier votre situation. Vous allez étudier votre situation. Vous allez faire un audit de votre situation pour détecter tout ce que vous allez pouvoir améliorer. Alors, comment vous allez effectuer cet audit? Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez en réalité qu'à vous poser des questions et à analyser vos réponses. Alors, les questions que vous allez vous poser sont très simples. Tout d'abord, demandez-vous quelles sont vos habitudes. Quelle est votre routine, votre rythme? De combien de temps vous manquez chaque jour? Quels sont vos sacrifices actuels? Quel est votre objectif majeur? Quelle est la méthode que vous employez actuellement, si vous employez une méthode, en termes d'organisation? Et également, quelque chose de très important, c'est à quoi êtes-vous prêt à renoncer? Évidemment, ça va vous orienter naturellement vers, la question: «Quelles sont mes priorités?» Alors, lorsqu'on aborde la notion d'habitude, on va s'interroger sur la pertinence et sur la réelle utilité de nos habitudes, afin d'adopter la bonne routine.
Généralement, les habitudes, elles rassurent et elles nécessitent moins d'énergie, moins de ressources, mais elles ne sont pas toujours réalisées pour atteindre un objectif précis. Donc demandez-vous si ces habitudes sont utiles et porteuses. Exemple, lorsque vous amenez, votre enfant à l'école le matin à 8h30, est-ce que l'habitude que vous avez de papoter, 10, 15, 20 minutes avec les parents d'élèves, après avoir donc, déposé votre enfant, est-ce que c'est quelque chose de vraiment utile et vraiment porteur? Ce qui doit également être analysé, qui fait partie de votre audit et qui fait également partie de bon nombre de nos habitudes, je dis «nos» parce qu'évidemment, ça me concerne tout à fait, c'est le digital et on va identifier, les risques qui sont évidents, hein, du digital. Parce que naturellement, malgré de nombreux aspects, positifs, le digital aujourd'hui, c'est également une source de très nombreuses, sollicitations, notamment à cause des réseaux sociaux et des notifications. Donc, on va avoir des notifications par rapport, à des applications d'information, Le Monde, pour ceux qui sont de gauche, Le Figaro, RMC, BFM et cetera. On va avoir des notifications donc des différents journaux qu'on pourrait, également, suivre si on suit des magazines, des journaux qui existent dans l'application. On peut avoir des notifications de SMS, des notifications de mails et on y reviendra tout à l'heure. Outlook, on peut avoir des appels, on peut avoir des notifications, qui concernent WhatsApp, hein, qui est, un des modes aujourd'hui de communication les plus en vogue. Il y a également des groupes sur WhatsApp, donc il y a toujours quelqu'un qui poste dessus, donc on peut être sollicité en permanence. Évidemment, les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, LinkedIn qui est un réseau professionnel, TikTok, Telegram, le Discord, pour ceux qui aiment le sport, bon, l'équipe ou le Phocéen si vous supportez l'OM, enfin, tout ça, ça va générer des notifications, des interruptions et surtout, ça va être une source de distraction qui va être probablement, pas du tout porteuse et pas du tout, qui va pas du tout accompagner votre performance. Donc il faut vraiment, prendre en considération ça et je ne parle même pas de la perte de concentration que ça va générer, on va en parler également, plus tard, hein, comme de l'interruption de tâche, comme je l'ai cité. Ça va vraiment ralentir votre activité et ça va surtout, générer une énorme perte de temps. Alors évidemment, je vais pas vous demander de tout couper et de vous couper du monde, c'est pas du tout ça. Simplement, déjà d'une part, concernant les informations, la même information, elle est souvent consommée plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose d'important, vous allez avoir plusieurs notifications, de vos applications d'information. Vous allez également avoir, des notifications de posts, sur des réseaux sociaux si ça concerne enfin, si vous suivez des groupes, qui sont concernés par cette information. Donc la première chose, c'est déjà d'essayer d'encadrer toutes ces, sollicitations. Et donc pour, limiter donc ces sollicitations, eh bien, c'est très simple. On a la possibilité, en tout cas sur la plupart des smartphones, de paramétrer la façon dont on souhaite être notifié, OK? Donc on va pouvoir couper certaines notifications. On va pouvoir, par exemple, mettre son téléphone, si on a un iPhone, en mode ne pas déranger. Si on est sur une tâche importante, on peut tout à fait programmer ne pas déranger et laisser, la possibilité quand même d'être sollicité s'il s'agit d'un appel, de quelqu'un qu'on aura paramétré, type, sa maman, sa compagne, ses enfants et cetera. Ce qui va être très important à mon sens, c'est de pouvoir organiser des plages précises pour consulter, les sites, les applications ou les réseaux sociaux qui nous intéressent. Encore une fois, l'idée c'est pas de tout couper, hein, on va pas être aussi radical, mais simplement on va organiser. C'est-à-dire que une information qui est pas forcément très importante, si au lieu de l'avoir à 10h, on l'a à 10h40, ça ne changera pas le cours de votre vie, croyez-moi. Et pourtant, ça vous permettra d'aller au bout d'une tâche. Pouvoir éviter les perturbations de l'attention, ça va vous permettre de vous concentrer sur une tâche et de la traiter intégralement. Pour les, plus dépendants, notamment des réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez entre guillemets «conditionner» la consultation des réseaux, comme une récompense une fois que vous aurez, terminé une tâche. Donc lorsque vous allez, effectuer votre audit, votre analyse, eh bien, mesurez le temps que vous passez sur les réseaux et mesurez ce que, cela produit, économiquement et socialement.
C'est-à-dire que si, le fait d'être sur les réseaux vous fait gagner beaucoup d'argent et que c'est votre métier, votre activité, évidemment, là, il sera plus difficile de venir réduire le temps passé sur les réseaux. Mais, autrement, voilà, mesurez le temps et voyez ce que ça produit réellement économiquement. Demandez-vous si le fait de réduire le temps passé sur, cette activité, hein, de consultation de réseau, qui est une activité totalement passive, hein, et bien, vous ne pourriez pas, utiliser donc ce temps, le temps que vous gagnerez, à ne pas, consulter, ces réseaux autant de fois, dans la journée, pour, produire des choses beaucoup plus productives. Regardez, scroller du TikTok ou du Instagram et des réels et cetera, est-ce que c'est vraiment productif? Je pense pas. Donc demandez-vous si c'est 1 heure par jour à scroller, parce que ça va vite, hein. Je l'utilisais ne serait-ce que 45 minutes pour produire des choses productives. Est-ce que ce ne sera pas plus, pertinent? Voilà, donc pour conclure, demandez-vous si les réseaux sociaux vous rendent meilleur. Alors, c'est une source d'apprentissage, évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque je produis des formations sur YouTube qui peut être considéré comme, un réseau, hein, également. Hem, donc ça peut être une source d'apprentissage. On a également, des réels sur Instagram ou sur TikTok qui peuvent être, source d'information, de formation, d'apprentissage. On a également, des, supports type, sur, TikTok encore une fois ou sur Instagram, où, on va rire et c'est bien aussi de rire, ça détend. Donc l'idée encore une fois, c'est de pas couper totalement, mais c'est de ventiler différemment. Est-ce que c'est utile, d'aller passer autant de temps sur, des comment dirais-je? Des réseaux sociaux qui parlent d'influenceurs avec des gossips et cetera? Enfin voilà, interrogez-vous, analysez et puis vous allez rapidement comprendre. On va maintenant voir comment établir vos priorités. Il est effectivement très important de savoir définir clairement ce qui a une réelle importance pour vous, que ce soit à court terme, à moyen terme et à long terme. Chacune de vos priorités doit être mesurable, ambitieuse et réaliste. Exemple, si votre priorité c'est de passer le mercredi après-midi avec vos enfants, bah, c'est quelque chose qui est mesurable, oui ou non, combien de temps je passe avec eux. Ambitieux, si jamais bah, c'est quelque chose que vous ne faites pas jusqu'à présent, bah, c'est une ambition, mais ça reste réaliste. Si par exemple vous avez un objectif par rapport à une passion, sportive, vous décidez, de vous entraîner pour préparer un triathlon, eh bien ça remplit également ces 3 conditions. Si votre priorité pardon, c'est de terminer, la construction de votre maison pour une date précise, encore une fois, c'est mesurable, c'est, ambitieux, puisque, bah, évidemment, le moment où vous posez cette priorité, bah, votre maison n'est pas construite. Mais ça reste réaliste. Évidemment, si vous, considérez que la maison doit être construite dans 1 mois et que vous n'avez même pas fait, le comment dirais-je? Le gros œuvre, évidemment là, on considérera que c'est, pas réaliste, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est ce qui doit transparaître dans chacune de vos priorités. Je vais maintenant vous parler de la méthode SMART. C'est une méthode qui a été, établie par, George T. Doran en 1981 et c'est une méthode donc de définition, d'objectifs, qui a pour but de produire des objectifs clairs et réalisables, comme on l'a dit, précédemment, qui vont faciliter la création d'un plan d'action efficace. Alors, l'acronyme SMART, il se décompose de la façon suivante: le S de spécifique, le M de mesurable, on en a parlé précédemment, le A de atteignable, le R de réaliste et le T pour temporellement défini avec une échéance définie. Lorsqu'on définit, un objectif, évidemment, on peut être à un moment donné amené à douter, à penser à abandonner. Il faut savoir que lorsque vous abandonnez, bah, ça signifie que c'est un échec, OK? Votre objectif n'est pas atteint, ça vous renvoie donc à l'échec. Donc quelques conseils pour, éviter, de sombrer dans l'abandon, c'est, dans un premier temps d'avancer pas à pas et de toujours persévérer. Il vaut mieux viser des petites victoires, quotidiennes, que vous allez pouvoir mesurer et ça va vous permettre petit à petit d'aller atteindre, d'aller chercher un objectif plus important.
Évidemment, n'abandonnez jamais, alors ça fait un peu développement personnel, bon, mais c'est vrai, évidemment, tous ceux qui ont atteint leur objectif ont eu, à un moment donné, la tentation d'abandonner et c'est parce qu'ils n'ont pas abandonné qu'ils ont réussi à atteindre ces objectifs. N'hésitez pas à vous entourer, pardon, de personnes qui ont les mêmes motivations, puisque ça va créer une émulation collective. Évidemment, si vous voulez courir demain un marathon, et que vous vous entourez de personnes qui vont s'entraîner de votre niveau, hein, qui vont s'entraîner avec le même objectif, bah, ça va vous porter, ça va vous aider, collectivement. Vous allez avoir une ambiance collective, une ambition collective, un objectif collectif et croyez-moi, ça va vous emmener vers l'objectif beaucoup plus facilement que si vous allez vous entraîner, tout seul. Alors, une fois qu'on a donc effectué un audit, une analyse, qu'on a défini ses priorités, ses objectifs, naturellement, il va falloir comprendre comment organiser toutes ces tâches. Et là, vous allez voir qu'il y a différentes méthodes très pertinentes. Alors déjà, on va s'intéresser à la manière dont on va récolter les tâches qu'on a à effectuer au quotidien. Alors déjà, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la prise de notes. La prise de notes, vous savez tout ce que c'est, et ça va vous permettre de ne pas perdre de tâches à effectuer. Ça va vous permettre de ne pas oublier d'effectuer des tâches. Ça va vous permettre également de rassembler des tâches par domaine, hein. Également, et ça c'est très important, de hiérarchiser donc l'importance des différentes tâches. Pour cela, on pourra utiliser des couleurs, il y en a certaines qui vont surligner, etc. Et ça va également permettre de pouvoir identifier l'évolution des tâches. Alors il y en a, et c'est d'ailleurs mon cas, qui utilisent un calendrier, une sorte d'agenda, et on en a tous maintenant sur nos smartphones, et c'est vraiment très pratique. Ça va vous permettre déjà de centraliser toutes vos tâches. Ok, vous allez pouvoir les classer, les hiérarchiser. Donc on a parlé juste avant de couleurs. Si vous allez sur un agenda Google, par exemple, vous allez pouvoir comment dirais-je, classer les tâches par couleur. Ok, vous allez pouvoir programmer des rappels. D'accord, ça c'est également très important pour ne pas oublier certaines tâches. Vous allez également pouvoir détecter en un coup d'œil la densité des activités journalières et les périodes creuses en consultant justement les tâches de la journée, de la semaine ou du mois. D'accord, et ça, c'est vraiment important pour savoir si justement vous allez pouvoir accepter d'autres projets, d'autres tâches ou non. La synchronisation des tâches automatiques, c'est quelque chose également eh bien, de très utile, de très pertinent. Alors, on pourrait également adopter la notion de IA, hein, d'intelligence artificielle, pardon. C'est quelque chose qui est en train d'arriver, hein, qui existe déjà d'ailleurs, hein, pour assister donc à la gestion du temps. Mais néanmoins, il va quand même falloir prendre la note, que ce soit de manière vocale ou écrite. Il va quand même falloir, à un moment donné, eh bien, transmettre à votre agenda, eh bien, l'existence et la qualité de toutes ces tâches. Évidemment, une fois qu'on a rassemblé, qu'on a récolté l'intégralité des tâches qu'on va avoir à effectuer, eh bien, la chose la plus importante peut-être, ça va être de les hiérarchiser, hein, pour savoir comment on va les traiter. Et pour cela, il y a différents outils, dont un des outils les plus connus qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, qui va nous permettre justement de savoir exactement comment hiérarchiser ces tâches. Alors, la matrice d'Eisenhower, son intérêt principal, c'est d'identifier les tâches qui doivent retenir toute votre attention et nécessiter votre expertise. Et de ce fait, ben, celles qui seront naturellement moins importantes ou moins urgentes pourront être soit déléguées, soit reportées. Alors, cette matrice d'Eisenhower, elle se compose de 4 cadrans. Ok, ces 4 cadrans, ils vont, comment dirais-je, définir différents types de priorités. Le cadran 1, c'est ce qui va être considéré comme important, ça va être les tâches importantes et urgentes. Ce sont les tâches qui sont à traiter en priorité et à faire soi-même.
Le cadran 2, pardon, ce sont les tâches qui sont non urgentes, mais importantes. Donc elles sont à traiter rapidement, à faire soi-même, mais qu'on va pouvoir planifier, OK? Contrairement au quadrant 1 qu'on va faire, là on va pouvoir les planifier puisqu'il n'y a pas la notion d'urgence. Le quadrant numéro 3, ce sont des tâches urgentes, mais beaucoup moins importantes. Donc, autrement dit, elles peuvent attendre, elles peuvent être déléguées. Donc, on va les déléguer ou les reporter. Le quadrant 4, donc le dernier quadrant, eh bien, il concerne les tâches qui sont inutiles. C'est-à-dire que c'est les tâches qui sont à jeter, elles ne seront jamais traitées, donc elles vont être supprimées. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, c'est très bien, on planifie, on programme, on hiérarchise, mais il y a toujours des imprévus. Notamment quand vous faites de l'immobilier ou que vous êtes dans l'entrepreneuriat, effectivement, il y a toujours des imprévus. C'est une réalité. Comment y faire face? Eh bien, justement, en optimisant votre gestion du temps, vous allez pouvoir vous libérer du temps. Eh bien, dans le temps qui va être libéré, si vous parvenez à vous libérer 30 minutes ou 1 heure par jour avec donc la marge que vous allez dégager, eh bien, vous allez pouvoir gérer ces imprévus. De la même manière, il est important d'identifier les sources d'imprévus, notamment lorsqu'elles sont récurrentes. Lorsque ces imprévus viennent toujours de la même source, l'identifier et régler le problème pour ne plus être sujet aux imprévus. Enfin, il y a la possibilité d'anticiper des actions correctives. On va maintenant rentrer un peu plus dans le concret en étudiant différentes méthodes, des méthodes concrètes de réalisation pour optimiser, pour gagner du temps. Première méthode qu'on va étudier, donc méthode de réalisation des tâches, c'est l'une des plus connues, c'est la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, elle est très simple, elle se décompose en 5 étapes. Et ces 5 étapes vont vous permettre de manière très structurée de réaliser des tâches. Tâche 1, je décide de la tâche à effectuer. On a identifié beaucoup de tâches, on s'oriente vers une tâche. Deuxième étape, je règle le Pomodoro. Le Pomodoro, en fait, c'est un mot italien et ça correspond en fait à un minuteur. Ok, je vais régler le minuteur sur 25 minutes. Donc ça peut être évidemment un minuteur sur votre téléphone, hein. Pas obligé de prendre un minuteur à l'ancienne. Troisième étape, je me consacre à cette tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne et essentiellement à cette tâche. Quatrième étape, je prends une courte pause. Pause qui sera située entre 5 et 10 minutes. Cinquième et dernière étape, eh bien c'est très simple, je recommence. Et tous les 4 Pomodori, on va prendre une pause qui sera un peu plus longue, entre 20 et 25 minutes. Alors, la force de cette méthode, donc Pomodoro, c'est d'effectuer tâche par tâche. Ça permet une mise en dynamique avec ces différentes phases de temps, tâche, repos. Ça permet également de rester, concentré et attentif, de manière optimale pendant donc ces 25 minutes. Ensuite, vous allez donc souffler 5 minutes, vous allez vous oxygéner. Ça donne évidemment, un certain rythme à la réalisation, des tâches qui sont, donc essentielles puisqu'elles ont été choisies au préalable. Elles ont été identifiées au préalable comme, prioritaires et puis surtout, ça permet d'en enchaîner plusieurs, puisque c'est une méthode qui est évidemment reproductible. Passons maintenant à une autre méthode d'organisation des tâches, c'est la méthode NERAC. Donc NERAC, en fait, encore une fois, c'est un acronyme. Le N pour noter, le E pour estimer, le R pour réfléchir, le A pour arbitrer, et enfin le C pour contrôler. Alors, si on détaille un peu plus cette méthode NERAC, qui est une méthode tout à fait polyvalente, hein, eh bien, on va considérer que donc noter, eh bien, c'est noter toutes les tâches que vous allez devoir accomplir. Pour ce qui est, de l'estimation, donc de vos tâches, eh bien, vous allez tout simplement évaluer en fonction de leur, importance et de leur urgence, et on en revient à la matrice d'Eisenhower, les différentes tâches. Le R, réfléchir, eh bien,
vous allez vous interroger. Quelle tâche aura le plus grand impact pour me rapprocher de mes objectifs à long terme? Ça, c'est très important de se poser cette question avant d'organiser vos tâches. Le A d'arbitrer, eh bien, vous allez tout simplement agir après avoir hiérarchisé, d'accord? Et enfin, donc le contrôle, contrôler, eh bien, une fois que vous avez terminé une tâche, eh bien, vous allez prendre un certain temps pour évaluer, pour analyser votre performance et pour identifier l'efficacité ou non de votre action avec un feedback. Alors les influences de cette méthode NERAC sont diverses. Donc évidemment, on vient la citer, il y a la matrice d'Eisenhower, hein. Donc c'est une matrice, on l'a dit tout à l'heure, qui est attribuée donc au président américain, donc Eisenhower, et c'est un outil donc qui va vous aider à la prise de décision, à la prise, enfin à l'aide à l'évaluation donc des tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Deuxième influence, c'est ce qu'on appelle la théorie du flow. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie du flow? Alors, c'est un certain monsieur, hein, le nom, vous m'en voudrez pas de ne pas le citer. C'est un psychologue et c'est un chercheur qui a développé la notion de flow. Le flow, qu'est-ce que c'est? C'est un état mental de concentration totale. Et en fait, lorsqu'on arbitre, au sein de la méthode NERAC, eh bien, on encourage justement cet état mental de flow. Pourquoi? Eh bien parce que arbitrer, c'est décider. Et donc, c'est vraiment le moment où votre concentration doit être totale pour pouvoir justement prendre la meilleure décision. Et enfin, la troisième et dernière influence majeure de la méthode donc NERAC, c'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction. En fait, c'est tout simplement le concept de feedback, de retour. Et effectivement, c'est un concept qui est majeur dans de nombreux cas, dans de nombreux modèles de gestion du temps, puisque naturellement, une fois qu'on a effectué une tâche, on va contrôler et on va faire un feedback pour savoir si la tâche a bien été réalisée. On va maintenant s'intéresser à la méthode GTD, GTD pour Getting Things Done. Il s'agit d'une méthode popularisée par David Allen, hein, dans un ouvrage que vous pouvez voir à l'écran, et qui est donc composée de 5 étapes. La première étape, c'est le fait de collecter. Je regroupe et je collecte les tâches via, par exemple, un système de notes. Deuxième étape, c'est le traitement. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Y a-t-il des tâches prioritaires? Et là, on va rentrer un petit peu comme dans la matrice d'Eisenhower, suppression, archivage ou stand-by pour les tâches qui ne sont pas prioritaires. Troisième étape, c'est l'organisation. Je vais, dans un premier temps, réaliser toutes les tâches qui sont inférieures à 2 minutes. Et je vais déléguer ou replanifier les autres tâches. Alors, je vais tenter d'illustrer un petit peu la troisième étape, donc l'étape organisation de cette méthode GTD, avec notamment la notion de, comment dirais-je, de produire et de gérer les tâches qui sont inférieures à 2 minutes. Imaginons que vous avez une quinzaine de tâches à effectuer, vous ouvrez votre boîte mail, vous êtes appelé, etc. Vous avez une quinzaine de tâches à effectuer. Vous allez vous sentir un petit peu sous l'eau, ok? Si dans ces 15 tâches, il y en a 7 ou 8 qui en fait ne nécessitent que 2 minutes. Transférer un mail, envoyer une photo, un dossier que vous avez déjà dans votre ordinateur. Eh bien, si vous gérez ces tâches qui sont inférieures à 2 minutes en priorité, eh bien déjà, vous allez éliminer la moitié de vos tâches en une quinzaine de minutes. Et ça va vous libérer l'esprit pour pouvoir vous consacrer à des tâches plus importantes. Quatrième étape de cette méthode, ça revient un petit peu à la cinquième étape de la méthode NERAC, c'est l'examen. J'examine l'avancement, je contrôle l'avancement de la réalisation d'une tâche et puis je corrige si nécessaire. Et la cinquième étape, c'est donc l'action, évidemment. Il faut passer à l'action et effectuer vos tâches. Alors pour cette cinquième étape, donc qui est le passage à l'action, naturellement, il y a une notion de priorité
quel élément est une priorité absolue, quel est le temps dont je dispose? Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour réaliser cette tâche? OK. Quelle est d'ailleurs la tâche qui est, réalisable avec, le temps, réellement imparti? Le niveau d'énergie, est-ce qu'on a suffisamment de ressources, de motivation et d'énergie pour, effectuer cette tâche? Et enfin le contexte. Effectivement, on va s'interroger dans quel contexte je me trouve. Est-ce que le contexte dans lequel je me trouve est compatible avec le type de tâche à réaliser? Passons maintenant à la méthode ZTD pour Zen to Done, une méthode popularisée par Léo Babauta, c'est un auteur et qui en fait, s'appuie sur la, comment dirais-je? L'amélioration de sa productivité en s'appuyant sur des habitudes. Donc pour cet auteur, en fait, on va pouvoir, améliorer la réalisation de ses tâches, l'organisation de la réalisation de ses tâches, en s'appuyant sur 10 étapes. Alors ces 10 étapes sont les suivantes. 1, on va collecter, donc toujours pareil, hein, toutes les méthodes ont cette première étape qui est indispensable, hein, de collecter, de rassembler les idées et les tâches qu'on va rassembler donc sur un même support, hein. On avait parlé tout à l'heure de l'agenda, ça peut être de la note papier, mais il faut tout rassembler sur le même support. Deuxième donc étape, c'est le traitement, hein. On va décider, on va traiter, puis on va peut-être déléguer également, voire, classer et replanifier. Troisième étape, donc on planifie notamment les priorités, les tâches urgentes et les tâches productives. Quatrième étape, on en revient à l'action, on va agir et on va, pendant cette phase d'action, éviter, toutes les distractions et les interruptions de tâches. Cinquième étape, c'est l'organisation. On va produire différentes listes de tâches simples. Sixième étape, ranger. Alors ranger, on va dire que, heu, ça peut paraître, secondaire, mais lorsqu'on évolue dans un environnement ordonné et structuré, je vous assure que ça a des répercussions sur sa propre organisation et sa propre structure. Septième étape, réviser. On va effectivement revoir ses priorités, que ce soit des priorités sur sa vie professionnelle ou, comment dirais-je? Professionnelle ou privée. Et puis, on va positionner différents points d'étape réguliers. Huitième étape, la simplification. On va évidemment supprimer tout ce qui n'est pas essentiel. Neuvième étape, c'est la routine. On va créer des routines en fonction de notre horloge biologique, de notre mode de vie et surtout de nos besoins. Dixième et dernière étape, la passion. Effectivement, avoir pour tâche des sujets qui nous passionnent va améliorer notre productivité. Si on résume cette méthode en 3 mots, eh bien, ils vont être la notion d'engagement, d'action et évidemment, à un moment donné, de récompense. On a parlé de différentes méthodes d'organisation des tâches et maintenant on va rentrer encore plus dans le concret puisqu'on va parler de réelles visions, de réelles lois pour effectuer ces tâches. Première loi, la loi de Carlson. Le bruit est la plus importante des formes d'interruption. C'est non seulement une interruption, mais aussi une rupture de la pensée. Alors, cette citation n'est pas de moi, elle est tout simplement de monsieur Schopenhauer. Alors, la loi de Carlson, elle évoque différents points, et tous ces points sont très importants. Il convient toujours d'éviter les interruptions de tâches. Effectivement, on s'est rendu compte qu'un travail qui était réalisé en continu, il prenait bien moins de temps et d'énergie que lorsqu'il était réalisé en plusieurs fois. Il y a une sorte d'effet de temps de chauffe pour trouver la concentration optimale à chaque démarrage d'une tâche. Cette loi de Carlson, elle évoque également le regroupement de tâches par séquence. Si par exemple vous devez consulter et traiter vos mails, eh bien si vous le faites par séquence à plusieurs moments de la journée, eh bien vous serez bien plus efficace. De la même façon, si vous êtes un investisseur immobilier ou un marchand de biens et que vous voulez faire visiter vos biens, bah, si vous regroupez les visites, vous allez nécessairement gagner du temps. Si par contre vous faites une visite, je consulte un mail, je refais une visite, j'appelle ma tante,
je refais une visite, je consulte un mail, je vais au sport, et au bout d'une demi-heure de sport, j'amène ma voiture au garage et je retourne finir ma séance de sport. Enfin voilà, j'exagère, hein, mais l'idée c'est vraiment de séquencer et de traiter un seul type de tâche à la fois. Abordons maintenant une loi très connue, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est une loi donc qui est connue de beaucoup, d'entrepreneurs et qui stipule que 20 des causes provoquent 80 des résultats. Autrement dit, 20 de nos actions vont provoquer 80 de nos résultats. Et donc l'auteur de cette loi, donc c'est Vilfredo Pareto, c'est un économiste italien. Et en fait, cet économiste italien, se rend compte que peu d'actions, finalement, entraînent la majorité de nos résultats. Peu d'efforts pour générer 80 de nos résultats, mais souvent beaucoup d'efforts pour générer 100. Autrement dit, il convient naturellement de cibler les tâches, les actions les plus porteuses, les plus essentielles, les plus productives. Un exemple, une agence immobilière, j'en ai cofondé une, eh bien, naturellement, une seule vente peut générer à elle seule, d'un coup, eh bien, 80 du chiffre d'affaires annuel. C'est un exemple, hein. Et c'est vrai que cette loi, on peut la vérifier dans énormément de secteurs. Donc vous, dans votre quotidien, lorsque vous avez une multitude de tâches, eh bien, effectuez celles qui vont être le plus porteuses, le plus productives. Intéressons-nous maintenant à la loi de Parkinson. Que dit la loi de Parkinson? Eh bien, cette loi nous indique que plus on a de temps pour faire une tâche, et plus cette tâche prend du temps. Alors la loi de Parkinson, en fait, nous vient d'un historien britannique qui s'appelait donc Cyril Northcote Parkinson. Et ce dernier a développé donc la loi de Parkinson dans un essai satirique pour la revue The Economist, qui est une revue très connue au Royaume-Uni, et ce en 1955. Il a ensuite écrit un ouvrage intitulé Les lois de Parkinson, et dans celui-ci, en fait, une femme se voit confier une tâche unique pour la journée, qui est, cette tâche est la suivante, envoyer une carte postale. Comme elle a toute la journée pour accomplir cette tâche, eh bien elle passe 1 heure à chercher une carte, une demi-heure à trouver ses lunettes, 90 minutes à écrire la carte, etc. Jusqu'à ce que la journée soit remplie. Tout ça pour dire que cette histoire, eh bien, elle illustre parfaitement la loi selon laquelle le travail va s'étaler jusqu'à occuper tout le temps qui est imparti pour cette tâche. Alors évidemment, ça n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, on va avoir tendance à prendre parfois plus de temps que nécessaire pour accomplir une tâche, ou on va carrément la repousser sans cesse pour finalement l'achever juste avant la date limite, hein. C'est comme la déclaration d'impôt, on a jusqu'à le 4 juin, eh bien on va la remplir le 3 juin. Voilà, c'est comme ça, c'est une loi qui se vérifie dans également beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines de la vie. Alors, quelle solution adopter pour faire face à cette loi de Parkinson? Alors tout d'abord, effectivement, il convient d'évaluer la durée d'une tâche plutôt que de fixer en avance une échéance de manière arbitraire. Enfin, on va privilégier le temps nécessaire pour accomplir une tâche plutôt que la date limite. Et ça va produire nécessairement un gain de productivité et d'efficacité. Intéressons-nous maintenant à la loi d'Illich. Cette loi prétend que, au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Alors, Ivan Illich, c'est un penseur autrichien qui a développé donc le concept de contre-productivité, de rendement décroissant. Et il démontre que trop de temps consacré à des tâches finit par rendre improductif. Effectivement, passé un seuil, la fatigue augmente, le rendement diminue naturellement, et notre concentration est instable. Alors, quelle solution adopter pour contrer cette loi d'Illich? Alors, tout d'abord, il convient de privilégier les périodes où notre efficacité est optimale. Il va également falloir prévoir des pauses régulières pour qu'une journée de travail soit, comment dirais-je, plus sensée, plus rythmée, ok, plus ventilée. Et
Également, on va éviter les, pauses, forcées. C'est-à-dire que parfois, on est pris dans une tâche, on est bien, on est efficace, on est performant pour la réalisation de cette tâche et puis: «Oh bah, c'est la pause, c'est l'heure de midi, il faut qu'on aille manger». Oui, mais moi j'étais bien, j'aurais bien voulu continuer parce que j'étais bien parti et là, le fait de, comment dirais-je? Reporter la poursuite de cette tâche et de redémarrer à nouveau, à zéro pour me remettre dans un état de concentration optimal, c'est pas porteur. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, prévoir de pause, forcée, mais il faut simplement, s'écouter. Enfin, pour éviter donc cette notion de décroissance de rendement, de fatigue, eh bien évidemment, il convient de faire moins, mais de faire mieux et je vous renvoie vers la loi de Pareto. On va maintenant parler de la loi de Laborie. Le plus difficile d'abord. Alors, Henri Laborie, c'était un penseur qui était plutôt anticonformiste. Il était chirurgien et neurobiologiste et il s'est notamment intéressé au rythme biologique de l'homme. Donc, la loi Laborie, elle est fondée sur le comportement animal de l'homme et sur son instinct de survie. Et selon Laborie, son cerveau le guide à fuir ou à lutter et en permanence à rechercher le plaisir. Ce qui veut dire que l'homme, selon lui, a ainsi tendance à privilégier les actions qui vont procurer une satisfaction immédiate. On va donc naturellement, en tant qu'homme, rechercher par instinct à effectuer les tâches satisfaisantes qui nous procurent un plaisir immédiat. Le risque, vous l'avez compris, c'est de ne pas effectuer ces priorités en premier, par exemple les priorités qui ne seraient pas des tâches satisfaisantes. Alors, quelle solution pour faire face donc à cette loi instinctive de Laborie? Alors tout d'abord, c'est de faire les tâches prioritaires et difficiles en premier. Effectivement, en évacuant les tâches les plus exigeantes et les plus stressantes en premier, eh bien, on va naturellement se libérer du temps pour des tâches plus satisfaisantes et qui vont venir donc récompenser nos efforts. Il est très important de connaître son rythme biologique, de l'analyser. Parce que naturellement, on n'est pas tous égaux et bah, il y en a certains qui ont des périodes, où ils vont être le plus, productifs, où ils vont avoir le plus d'énergie à certaines heures de la journée, puis pour d'autres, ça va être, à d'autres moments de la journée. Et donc ça, c'est important d'identifier les moments, où on est le «plus en forme», hein, entre guillemets, pour justement, et bien, y intégrer les tâches les plus importantes et les plus difficiles. Et donc, je répète que le fait de programmer les tâches les plus satisfaisantes à la fin, ben, vont être considérées un petit peu comme une récompense et donc, bah, c'est un bon moyen de, clôturer, sa journée, de venir se récompenser pour, toutes les tâches qui ont été effectuées. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, une date de signature pour faire l'acquisition d'un bien qui doit se programmer, d'accord? Et puis, bah, 15 jours avant, vous la programmez, par exemple, avec, donc les notaires. Et ben, si vous prenez ça en compte, eh bien, dites-vous que peut-être ce serait satisfaisant et ça viendrait, se poser en tant que récompense de positionner ça, à la fin d'une journée. Une journée où vous avez beaucoup de tâches, contraignantes. Et bien, ça va vous permettre, et bien, d'aller faire cette signature en fin de journée avec une satisfaction déjà d'avoir réalisé les tâches, que vous souhaitiez réaliser et qui étaient difficiles et puis enfin, d'avoir cette tâche qui vient comme une récompense, puisque c'est satisfaisant pour vous, en cette fin de journée. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que, quand vous avez vraiment le choix de pouvoir programmer, les tâches, moi je vous conseille vraiment, c'est ce que je fais, hein, c'est ce que je m'applique, de programmer le plus dur au départ et le plus satisfaisant en fin de journée. On va maintenant parler de la loi de Taylor. Alors, Frédéric Taylor, c'est un ingénieur américain promoteur le plus connu de l'organisation scientifique du travail. C'est l'un d'ailleurs des fondateurs, du management, scientifique du travail. Il s'est appuyé en fait sur, une démarche scientifique, qui observe et qui quantifie et il utilisa essentiellement, le chronomètre et en fait, en segmentant les tâches, en les séparant et notamment en séparant les fonctions d'exécution et d'organisation, eh bien, il s'est rendu compte que l'ordre dans lequel on allait, effectuer des tâches allait avoir des conséquences
sur la performance de réalisation de ces tâches et sur la productivité. Et donc ce monsieur Taylor est arrivé à la conclusion qu'un mauvais ordonnancement des tâches à effectuer, eh bien, allait nuire, si vous voulez, au traitement unitaire de chacune de ces tâches. Allait venir augmenter le traitement de ces tâches. Autrement dit, le moment choisi pour effectuer une tâche n'est pas forcément le moment le plus adapté, le moment où on sera le plus efficace. Et d'ailleurs, ça corrobore un petit peu la loi sur les rythmes biologiques. Si on programme une tâche, qui est assez exigeante en termes de ressources, je vous donne un exemple, hein, après un gros déjeuner d'affaires, heu, où la digestion va vous prendre beaucoup d'énergie, il est probable, que vous soyez moins performant pour, réaliser cette tâche et donc moins rapide. Je vous donne un autre exemple. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis l'auteur d'un livre formation sur l'activité de marchand de biens. Tous les jours, je dois me rendre dans un bureau de poste pour poster mes livres. Il y a des moments où il y a plus d'affluence que d'autres. Donc même si effectivement, quand j'arrive, j'ai la chance d'être bien reçu, d'être identifié et que quelqu'un s'occupe de moi assez rapidement, parfois par, élégance et attitude, j'attends un petit peu avant de me faire voir parce qu'il y a des files de monde. Là, ça, c'est les moments où j'ai pas eu le choix ou alors je me suis mal organisé, et je ne suis pas allé, poser les livres à des moments, à des horaires où je sais, qu'il n'y aura, enfin, qu'il y aura beaucoup moins de monde. Voilà, et ça, c'est un autre exemple. Voilà, bien choisir le moment le plus adapté pour effectuer une tâche. Donc ça, c'était pas forcément un exemple qui était, comment dirais-je, en relation avec le rythme biologique. Monsieur Taylor s'intéresse surtout au rythme biologique. Mais l'ordonnancement, ça peut également, concerner, ce dont je viens de vous parler. Donc les solutions, vous l'avez compris, c'est de trouver l'ordre naturel le plus efficace pour pouvoir exécuter, vos tâches d'un point de vue des rythmes biologiques. On passe maintenant à la loi de Fraisse. Une heure n'est pas toujours égale à une heure. Alors ça, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette loi de Fraisse. Effectivement, une tâche agréable, eh bien, elle semble passer beaucoup plus vite, qu'un travail pénible ou, sans intérêt, qui lui peut paraître, interminable. Donc ça, c'est la loi de Fraisse ou, ce qu'on appelle la subjectivité du temps. Et donc, le risque de cette loi de Fraisse, vous vous en doutez, le risque majeur, c'est naturellement de privilégier uniquement les activités, plaisantes et de repousser, constamment, celles qui paraissent désagréables. La loi de Fraisse, elle invite donc à se méfier de cette tendance naturelle à débuter par, faire ce qui nous plaît, hein, au détriment de ce qui est vraiment, important et encore une fois, ça corrobore d'autres lois. Alors, sachant qu'une tâche qui nous intéresse sera, réalisée plus vite que celle qui nous, ennuie, il faut s'efforcer, de commencer sa journée par les missions les plus difficiles et éventuellement, d'alterner entre des choses, agréables et d'autres désagréables. Passons maintenant à la loi de Murphy. C'est aussi une loi qui est appelée loi de l'emmerdement, maximum ou de la tartine beurrée, comme, l'illustre, l'image, que vous pouvez voir à l'écran. Alors cette loi, on la doit donc à comment dirais-je? L'ingénieur, aérospatial américain, Edward Murphy Jr., qui l'aurait exprimé ainsi, alors c'est en anglais, hein, «Anything that can go wrong will go wrong». En fait, tout ce qui peut, aller, de manière, négative, ira de manière négative. Alors quelques exemples, c'est toujours quand vous oubliez de charger votre téléphone que vous allez, tomber en panne de voiture. C'est toujours quand vous avez, un mariage ou un baptême que vous allez avoir, des plaques sur le visage, des boutons qui vont vous pousser, vous savez pas d'où ça vient, ça fait des années que vous en avez pas et c'est toujours avant un grand événement ou avant, un rencard, une date, enfin voilà. C'est toujours comme ça. Alors, comment se prémunir de cette, loi de Murphy? Comment y faire face? Eh ben, il n'y a pas vraiment, beaucoup de secrets. Il faut toujours avoir un plan B. Un plan B va vous permettre de prévenir le risque, ou alors d'anticiper ce qui pourrait mal tourner. Un exemple, je parlais tout à l'heure de l'histoire du téléphone donc sans batterie et puis la voiture qui tombe en panne. Bah, un exemple, anticipez et puis prenez, une power bank, comme ça si jamais vous n'avez plus de batterie, eh bien, vous pourrez utiliser la power bank pour recharger votre batterie. Alors, la prochaine loi qu'on va, étudier, c'est la loi de Swoboda-Fliss-Techter, désolé pour la prononciation
Et c'est une loi qui concerne, quelque chose qu'on a déjà abordé, notamment l'influence des rythmes biologiques. Alors je trouve que cette loi est très intéressante et très, pertinente, donc c'est plutôt un concept, hein, d'ailleurs, qui prend en compte donc naturellement les variations, de nos capacités physiques et intellectuelles tout au long, d'une journée et en effet, chaque individu, chaque organisme, on l'a dit tout à l'heure, possède un rythme, qui lui est propre. On va alterner, des phases de sommeil et d'éveil, des phases de concentration et de distraction. Naturellement, produire, une tâche qui est complexe, qui exige une concentration maximale, alors que notre organisme, il est plutôt en phase, de distraction, c'est, contre-productif. A contrario, profiter d'une phase d'éveil et de concentration maximale pour, réaliser des tâches qui sont complexes, qui nécessitent, un effort, intense, beaucoup de ressources, bah, ça sera beaucoup plus porteur et vos résultats seront bien plus performants. Donc tout cela, ça vous amène naturellement à avoir une parfaite connaissance de vos rythmes, biologiques, de savoir également observer les variations de vos performances au fil de la journée, également d'adapter votre emploi du temps justement, bah, en conséquence, hein. Si par exemple vous êtes, plus productif le matin, bah, planifiez vos tâches, importantes à ce moment-là. Si au contraire vous êtes, beaucoup plus productif avec un pic de productivité, en fin de journée, ben, réservez ce créneau pour vos tâches, nécessitant le plus de concentration. Alors la loi de Kotter, je ne vais pas développer parce que ça concerne plutôt, les managers ou les, dirigeants de sociétés avec beaucoup de salariés. Et ça, en fait, concerne le changement, et l'efficacité du changement, des process de changement au sein, des équipes, des collaborateurs. Donc ceux que ça intéresse, ce sera, dans le PDF, mais on va passer, nous, à une autre loi. Passons maintenant à la loi de Hofstadter. Désolé pour l'accent, mais en allemand, j'ai jamais été bon. Donc cette loi, comment dirais-je? Invite à imaginer que toutes les tâches qu'on va programmer vont nécessairement, prendre plus de temps que ce qu'on aura prévu. Cette loi de Hofstadter, elle est intéressante dans le sens où c'est une loi dite de nature récursive. Cela signifie que même avoir pris en compte donc cette loi de Hofstadter, eh bien, selon la loi de Hofstadter, on devra toujours prendre en compte la loi de Hofstadter. En fait, ça veut dire que quel que soit le nombre de fois où vous l'avez déjà appliqué, eh bien, à chaque fois que vous programmez une tâche, eh bien, elle prendra toujours plus de temps que ce que vous avez prévu. Alors vous allez me dire, très bien, mais avec cette loi de nature récursive, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, c'est jamais évident à gérer, hein, mais ce qu'il convient de faire, c'est de prévoir des marges importantes sur les dates de réalisation, de nos tâches. Alors c'est une loi qui s'applique plutôt sur les tâches à long terme. Je vous donne un exemple, ceux qui sont donc dans l'immobilier ou dans la construction, dans un projet de rénovation en marchand de biens, si vous avez, une date de livraison des travaux, un chantier, prévu pour juillet, bah, prenez de la marge et vous allez voir que les marges qu'on nous invite à prendre sont assez, assez importantes. Alors les coefficients de sécurité qu'on nous invite à prendre, généralement, c'est du x3. C'est-à-dire que si on vous dit, ben, je sais pas moi, les pneus seront reçus dans 48 heures et votre voiture, vous pourrez la récupérer au garage dans 48 heures, bah, il faut prendre le coefficient de sécurité x3, donc ça sera dans 6 jours. Si on nous dit que notre, parquet sera posé dans une semaine, bah, il faut compter 3 semaines. Alors c'est, à mon sens, un petit peu excessif, mais il y a des cas, hein, notamment, les gros projets de construction de ponts, de gares, de voies ferrées, où là effectivement, on a même été, supérieur à ce coefficient de sécurité. On approche de la fin de cette formation et avant de conclure, il faut bien comprendre qu'il faut tout d'abord une prise de conscience, que vous avez besoin de structurer votre gestion du temps pour être plus productif, d'être discipliné et en étant conscient de ça, en faisant un audit, en étant honnête avec vous-même, vous allez pouvoir amorcer des leviers de changement. Et je vous garantis qu'une fois que vous allez mettre en place ces leviers de changement, eh bien vous allez gagner. Et quand je dis vous allez gagner, eh ben, vous allez gagner gros pour moi parce que vous allez gagner quelque chose d'inestimable, c'est du temps. Ou alors vous allez gagner quelque chose qui est très important aussi, hein, il faut se l'avouer, c'est de l'argent. Donc vraiment,
Prenez conscience que des petites actions quotidiennes peuvent, comme on l'a dit à l'introduction, vous faire gagner beaucoup de temps, tout en insérant dans votre journée les mêmes tâches qu'aujourd'hui. C'est simplement le fait d'être organisé, structuré, d'identifier les choses importantes et les choses moins importantes qui vont vous faire littéralement changer votre façon de faire. Et vraiment, j'insiste, les résultats, vous allez rapidement les percevoir. Un petit mot également sur le fait de savoir dire non. Apprenez à dire non pour ceux qui sont submergés par de nombreuses tâches. On dit toujours qu'il faut apprendre à déléguer, effectivement, notamment lorsqu'on a des responsabilités. Et donc, il faut naturellement savoir bien s'entourer avec des gens qui ont des compétences pour nous accompagner dans nos projets. Maintenant, il faut également parfois apprendre à dire non. Donc, on pourrait faire une formation complète sur savoir dire non. Comment dire non. Là, c'était simplement une petite remarque, parce que pour moi, ça a du sens et c'est naturellement lié, à la gestion du temps, puisque parfois on accepte des tâches qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne sait pas dire non. Cette formation s'achève. Je vous remercie infiniment, de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a, apporté, quelques outils pour pouvoir, vous aussi, améliorer votre gestion du temps et votre productivité. N'hésitez pas à me faire des retours sur, ce type de formation, si vous voulez que j'en fasse d'autres, parce qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder, notamment concernant, l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous souhaitez, soutenir la chaîne. Pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition, du PDF avec les slides que vous avez vus à l'écran, eh bien c'est très simple, il convient de soutenir la chaîne. Vous avez, une plateforme de soutien, en description. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents projets, que ce soit des projets immobiliers ou entrepreneuriaux. Et je vous dis à très bientôt.